Akololinga, oyilinga Akololinga, oyilinga. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à Konolinga. Nous nous sommes rendus aujourd'hui sur le magnifique pont d'Akonolinga. Ce pont construit dans les années 1970 sous la diligence d'alors président de la République, son Excellence et feu président Amadou Ahidjo. C'est ici, dans ce fleuve et sur ce lit aux eaux sombres et visiblement apaisées, qu'est pêché le magnifique kanga que nous avons pour habitude de consommer localement ici. Il faut rappeler qu'Akonolinga est connue comme étant la ville du poisson, mais beaucoup plus la ville du kanga. Comprendre donc les origines de l'Heterotis niloticus, c'est son nom scientifique, ou encore l'arowana africain, le kanga particulièrement, comprendre ses origines, comment nous sommes partis de ce nom scientifique pour aboutir au kanga, quel a été le process de son introduction dans les berges de ce fleuve. Pour essayer de comprendre tout cela, nous nous sommes lancés aujourd'hui dans une enquête épistémologique et même scientifique, plus encore journalistique, et nous allons à la rencontre d'un certain nombre de figures et de personnalités de la localité pour essayer d'en comprendre davantage. Et pour s'y faire, nous commençons notre périple à Konolinga par la rencontre du chef de 3e degré, Sa Majesté Elanga Martin Fils, qui est chef de cette contrée qui abrite ce mythique pont, village dans lequel est constamment et régulièrement pêché ce poisson. Nous allons à sa rencontre et à tout de suite pour la suite. Elanga Martin. J'ai un master 2 en biotechnologie végétale. Il y a de cela 4 ans, j'ai succédé à chefferie à mon frère Elanga Martin. Depuis mon règne, je ne vais pas dire que la tâche est impossible, mais la tâche est difficile. Mais à chaque difficulté, il y a toujours des solutions. C'est pourquoi il y a des notables pour nous diriger dans notre tâche. Depuis mon accès à la chefferie, j'ai constaté que ma circonscription de commandement n'abritait pas que les Akonolinga. Mais on y retrouve aussi les déplacés du nord-ouest, du sud-ouest, les Bamileke, les musulmans. On retrouve une multitude d'ethnies qui sont dans mon unité de commandement, puisque nous sommes dans un quartier administratif et commercial. Dans un quartier administratif, c'est un quartier résidentiel où on y retrouve la grande majorité des habitants d'une ville et des hautes autorités. Donc, je me dois, n'est-ce pas, d'encadrer tout ce monde-là dans une sécurité qui permettra que personne ne soit indifférent par rapport à l'autre et que personne ne se sente lésé, que voilà, comme c'est un cadre administratif, ils considèrent plutôt l'administration par rapport aux habitants. Oui. Et en ce qui concerne le kanga, depuis que je suis tout petit, la petite histoire, c'est que depuis la création de cette ville, il y avait 2 ennemis, dont les Yengono et les So. À ma connaissance, la ville Akonolinga était divisée en 2. Les Yengono ont occupé les parties des terres et les So ont occupé la partie du Union des eaux. Donc, ce sont eux, en quelque sorte, qui constituent le pilier, n'est-ce pas, du kanga. C'est eux qui conduisent souvent à chacun son domaine.
eux ils détiennent l'eau et les Yongolo détiennent la terre. Donc l'introduction du poisson kanga dans l'oignon c'est fait à partir de leur acceptation. On ne peut pas introduire une espèce nouvelle dans un milieu donné sans qu'il y ait les accords des natifs de cet endroit. Tout comme vous ne pouvez pas apporter une semence d'ailleurs pour venir l'introduire dans une terre dont elle ne peut pas être fertile. Il faut tout un gros mécanisme pour que cette semence puisse, n'est-ce pas, émerger. Maintenant, en ce qui concerne la particularité, quand on vient à Konolinga, on veut manger le kanga. Souvent on dit que c'est le kanga, si vous mangez, quand vous partez là-bas, ne mangez pas la tête du kanga, sinon vous irez rester et tout. En fait, c'est comme vous retrouvez dans toutes les autres tribus, chaque maison a sa marmite, chaque maison a sa cuisine interne. Vous voyez un peu. Le kanga, c'est notre particularité parce qu'on sait que c'est où vraiment quand une fille ramène un étranger, ou alors quand nous-mêmes nous ramenons des étrangers, des visiteurs, des touristes, on sait qu'il faudrait bien qu'on cuisine bien le kanga, qu'on met tous les ingrédients. C'est pas comme quand vous cuisinez le maquereau que vous allez cuisiner le kanga. Oui, donc la cuisson du kanga est particulière. Et le kanga, et nous symbolisons un seul insecte, si je peux dire. Parce que le kanga, nous avons fait un. Parce que vous ne pouvez pas cuisiner le kanga n'étant pas quelqu'un d'ici. Souvent, certains, ils finissent d'apprendre à cuisiner le kanga ici. Mais quand ils repartent avec l'autre côté, ça ne donne pas. Ce n'est plus comme ici. Donc, à ma connaissance, ce que je sais, que j'ai vécu depuis mon enfance, c'est un peu cela. Oui. De son hospitalité légendaire, Konolinga est devenue une localité cosmopolite qui abrite de nombreux autres ressortissants du triangle national et même d'autres nationalités. C'est le cas du jeune Edina. Venu de son nord-ouest natal, en proie aux exactions séparatistes, il a pu trouver refuge ici. Et grâce à la pêche du kanga et sa commercialisation, il parvient à nourrir sa petite famille et à envoyer sa progéniture à l'école. Je suis anglophone, je sors de nord-ouest, je suis venu là, comme on n'a rien à faire, on se bat comme ça, on arrive comme ça, on pose les clients qui partent à Yaoundé, je me fais la recette, c'est là où on que j'ai là pour manger, c'est ça ici. Donc on arrive ça ici en bas, on se bat comme ça, on vend. Vous voyez le tas? Voilà comme ma mère me fait le tas là, vous voyez, c'est ça qu'on appelle Mounoukoumou. Après ce décor planté, immersion sur les berges du Nyon, où nous allons à la rencontre d'une notabilité et d'un pêcheur expérimenté d'Edniso pour en apprendre davantage sur l'origine et la symbolique de ce poisson ici. Je suis natif, je suis pêcheur. Donc depuis 1994, on a trouvé l'histoire du kanga. Le kanga, c'était pas... Ce n'était pas que c'est une seule personne qui avait... Et la personne en question, c'était... on parlait de l'histoire, il était un Yebokola qui a mené au nom, lui-même il s'est nommé Kanga. Il s'est nommé Kanga, que son nom était Kanga. Parce que c'est l'histoire que nous aussi on a trouvé. Qui avait les lacs, qu'il a mené ça. Ce n'est pas que ça sortait seul, il a mené, il a baissé ça avant que le pont, il y avait, bon, le pont n'était pas encore vraiment opérationnel comme celui-là. Avant 60, on a trouvé l'histoire du Kanga. Avant que moi j'ai né. Donc les affaires là, c'est une personne qui a mené le kanga. Et la Konolinga se comporte de races. Il y a le sort, il y a une monde. Les pêcheurs, les titulaires, les Yébokoles sortent de la l'eau. Bon, nous tous sommes nous ici. Mais les titulaires même, ce sont les sorts. Dans la fête du kanga, quand le kanga, donc le monsieur en question, il a mené ça dans ses trous, il a jeté son sang. Bon. Le kanga a déclenché, je ne sais pas s'il était enceinte, c'était comment.
comme l'exemple avec les Sulus qu'on a maintenant. Les Sulus là n'étaient pas là. Quand les lacs se cassent dans les marécages là-bas, les Sulus prennent donc la route. Les pistes là, ils se retrouvent au Nyon. Même les câbles. On n'avait rien que les poissons Sulus, les petits poissons Sulus là. Avec les poissons du père à l'époque. Pour nous, on attendait. Que moi-même, j'ai trouvé même nos parents. Le Kanga sort là où, bon, moi, je ne sais pas. On est venu baisser ça. Quelqu'un a mené, il a baissé. Ça, c'est bien maintenant l'histoire de Kanga. C'était une personne qui s'est nommée Kanga. Parlant du Kanga, à ma connaissance, le Kanga est arrivé au Nyon à partir du lac de Nyakokumbo, les Kopdombo. C'est-à-dire il y a les éleveurs blancs qui avaient les lacs. Et puis une année, dans les années 40, il y a eu une inondation, une grande inondation et les lacs se sont déversés au Nyon. C'est comme ça que le Kanga s'est introduit réellement au Nyon et a trouvé un habitat paisible, un sol très fertile pour créer. C'est comme ça que ça s'est répandu au Nyon. C'est ce que nos parents nous disaient parce qu'en réalité, le Kanga n'existait pas dans le Nyon. C'est un poisson venu d'ailleurs qui est arrivé et puis grâce à ces lacs-là, on s'est retrouvé qu'il était trop fécond. Et il a beaucoup produit. Un Kanga produit en moyenne 5000. Tu vois un peu combien de kangas il y a dans ce... Ça, ce sont les œufs. Petit. Imagine un peu que c'était dans l'eau. Un fleuve très fertile pour eux. Parce que les eaux du Nyon, l'herbe, la végétation leur permettent de bien se développer. C'est pour ça qu'il est même très difficile qu'ils vivent ailleurs, en dehors du Nyon. Kanga arrive au Nyon par deux blancs qui viennent faire de ça un étang, mais ça se multiplie. Au jour d'aujourd'hui, quand vous arrivez à Konolunga, vous n'avez pas consommé du Kanga, c'est que vous n'étiez pas à Konolunga. Si vous n'avez pas payé le Kanga pour emporter, c'est que vous n'étiez pas à Konolunga. Bon, pour nous, c'est les gones. C'est le Kanga. Même si vous arrivez à la mairie, à la préfecture, le Gon, l'Union Informée, c'est le Kanga, c'est la spécialité. Après toutes ces brillantes interventions qui nous aident à avancer dans notre enquête, nous continuons de creuser, mais cette fois-là, nous interrogeons à la fois l'histoire, l'épistémologie et même l'anthropologie auprès d'un chercheur, expert international en la personne de M. Joseph Parfait Ouidi, fils du terroir, que nous avons la chance de rencontrer sur les berges du fleuve, aux eaux noires et profondes. Le Kanga a été introduit dans l'Oignon de deux manières différentes. Premièrement, de manière volontaire et deuxièmement, de manière involontaire. La première introduction volontaire du Kanga fut réalisée dans les années 1958. Mais bien avant cela, au cours de l'année 1955, le gouvernement du Cameroun s'était engagé à expérimenter les stations de pisciculture afin de vulgariser la pêche dans les régions du centre, du nord, du centre, du sud et de l'est Cameroun. Ainsi, plusieurs stations de pisciculture ont été construites dans ces différentes régions. Principalement celles qui étaient à Melun, à Yaoundé, constituaient la base de ces différentes stations de pisciculture. C'est ainsi que les différentes espèces d'alevins furent prélevées et ont été disséminées dans les autres stations de pisciculture qui existaient dans la ville d'Abombang, à l'est Cameroun, dans la ville d'Akonolinga et éventuellement aussi dans la ville d'Ayost. Ainsi donc, en 1958, Georges Paulet, après ses études à l'École nationale des eaux et forêts de Nancy, a été affecté au Cameroun en remplacement de Jacques Bourgeois.
Il était notamment responsable des eaux et forêts dans la région du centre et de l'Est Cameroun. Et en même temps aussi, il était directeur de l'école du centre de formation des eaux et des forêts qui est en Balmayo, l'école qui fut plus tard devenue l'école nationale des eaux et forêts de Balmayo. Donc c'est lui qui supervisait également cette école-là. C'est ainsi donc que pendant son séjour au Cameroun, il eut l'idée donc de pouvoir introduire le poisson arowana. Là, ce fut la première introduction du kanga dans l'oignon. Bon, ainsi donc en 1958, le kanga fut donc introduit pour la première fois à Abongbang, au pont d'Abongbang. Donc les alevins qui avaient été prélevés dans la piscine d'Abongbang ont été donc introduits au pont d'Abongbang en 1958. La deuxième introduction volontaire fut réalisée en fin d'année 1963. L'idée venait ainsi du premier vétérinaire d'Union Infumu en la personne de Martin Akono Akama. Martin Akono Akama, qui se faisait aussi appeler Ibrahima parce qu'il avait épousé une femme originaire du Nord Cameroun. Ayant donc remarqué que le kanga était présent donc dans la partie du Nord Cameroun, lors de son séjour au Pérou, dans le cadre d'un stage de formation, puisque vers les années 1960, le gouvernement français avait commencé à céder la place aux administrateurs locaux. Plusieurs cadres avaient donc bénéficié des stages de formation à l'étranger. Et lors du passage de Martin Akono Akama au Pérou, il avait remarqué que la même espèce de l'hétérotis qui était présente au Nord Cameroun se retrouvait également au Pérou. Et il avait donc eu l'idée de pouvoir prendre cette espèce pour qu'on l'introduise aussi au Nyon. C'est ainsi qu'il avait soumis son projet au gouvernement. Étant donné qu'il était proche de Maïkama Abdoulaye, qui était un proche d'Amadou Ahidjo, le projet a été soumis au président et ce projet fut bien accueilli. Et c'est là où survient donc la deuxième introduction volontaire de l'hétérotis oignon. Ce qui concerne la troisième introduction, qui elle a été involontaire, elle a été faite principalement suite à la rupture de la digue de l'étang d'Abongbang. Ainsi donc, vers 1961, c'est là où donc les différents alevins qui se sont échappés de cet étang se sont déversés au Nyon et ont été donc entraînés par les eaux pour se retrouver un peu dans l'ensemble. Regroupés en deux grands groupes selon la prononciation de l'hétérotis en langue locale entre Kenga et Kanga, le département d'Union Infumu compte donc en moyenne 10 ethnies, à savoir les Esankom, les Maka, les Mbidambani, les Mvoknyenge, les Omvang, les Yebekolo, les Yelinda, les Yembana, les Yengono et la non moins grande et mythique ethnie So, dépositaire de la tradition et surtout du pouvoir ancestral sur les eaux. C'est donc cette ethnie qui nous intéresse davantage dans le cadre de notre enquête sur la compréhension de l'origine Kanga et sa symbolique dans cette localité. En réalité, le nom Kanga, c'est parce que ce poisson étranger est arrivé, il n'existait pas, personne ne connaissait le nom. Il s'est tellement vite répandu, les gens l'ont tué, croyant qu'il pouvait finir. C'est pour ça qu'ils l'ont donné le nom de Kanga, c'est-à-dire Kanga veut dire qu'il est venu caler en quelque sorte. Kanga veut dire caler dans notre langue. C'est pour ça que ça appelle le nom de Kanga. On ne connaissait pas le nom, quel nom il avait avant. Le nom scientifique, bon, je ne sais pas, peut-être qu'on peut faire les recherches, mais le nom Kanga vient de caler. Parce que le poisson là est vraiment calé au Nyon. Il ne voulait pas finir, il ne voulait pas partir. Le Nyon a même perdu beaucoup d'espèces de poissons, mais le Kanga est toujours là, il résiste.
C'est pour ça le nom Kanga. C'est pour ça que les gens pensent que le Kanga était un poisson mythique ici, que quand tu le manges, tu vas caler. Donc tout ça, c'est avec son appellation là. Donc Kanga veut dire caler. C'est pour ça qu'il a ce nom. On ne connaissait pas son nom avant. Bon, nos grands-mères nous disaient même qu'avant on le préparait avec tous les écailles. C'est après que les gens ont découvert qu'il fallait enlever les écailles. Donc c'est un poisson qui a eu beaucoup de transformations ici. En sort, il y a parfois on appelle égout. Égout, donc le luxe Kanga. Il y a aussi Kanga. Ce n'est pas Kanga. Kanga. Indom. Donc il y a les noms Indom et Atsa. En notre langue, le Kanga, c'est un peu des gens actifs. Parce que tu es un Kanga. Un Kanga, c'est celui qui est actif et éveillé. Ouais, le Kanga. Kanga. Voilà pourquoi on parle du Kanga dans le Cameroun et on parle des Akonolinga par rapport à leur spécialité Kanga. Un Akonolinga ne peut pas être quelque part sans se faire remarquer qu'il est d'Akonolinga. Parce qu'il sait où il vient, il ne sait pas là où il part. D'où viendrait donc l'appellation Kanga et à quoi renvoie-t-elle dans la culture et les langues locales d'Akonolinga? L'expert Oundi explique. Ce qu'il faut souligner de prime abord, c'est que au Cameroun, la dénomination est loin d'être perçue comme un acte isolé. C'est-à-dire que pour donner le nom à une réalité culturelle, on fait toujours référence à soit une expression, soit un clan, soit une représentation identitaire expressive. Ça fait donc que l'humanité a assez longtemps servi de l'onomastique, qui est une branche de la philosophie qui fait référence à la dénomination des noms de personnes, des noms des lieux, des noms des quartiers, à travers l'anthroponymie. Donc ça fait donc que les ancêtres également se sont largement inspirés de cette science pour pouvoir déterminer les noms des choses, les noms de personnes, les noms des familles même bien particulièrement. Donc ça fait que si vous pouvez remarquer que dans certaines tribus des peuples de la forêt, vous allez retrouver certaines représentations qui ont été attribuées à des noms particuliers, tels que on peut noter quelques-uns, comme Upol par exemple, qui signifie relief ou montagne. Vous avez Elik, qui signifie par exemple héritage. Vous avez également Vok, qui signifie peut-être clan. Donc ça fait donc à chacune de ces représentations, on a pu également associer la macro-toponymie, qui permet ainsi de pouvoir rattacher les différentes représentations à des noms de famille ou alors à des lieux. Ainsi, vous allez par exemple retrouver dans la littérature camerounaise les Ligue Sono par exemple, les Ligue Mfomor, Vogumbi par exemple, Vogatanambala, ainsi de suite. De la même manière, les ancêtres se sont donc inspirés, ou particulièrement les populations d'Union informée également ont pu utiliser cette façon de dénominer les choses pour pouvoir donc donner un nom particulier aux poissons emblématiques d'Union, à savoir les Pterotis, Niloticus ou alors Arowana africain. Bon, plus particulièrement, si on remonte dans l'histoire,
On va vous dire, comme vous l'avez souligné justement, que beaucoup d'hypothèses ont souligné un peu le choix principal source. Ainsi donc, au niveau de l'Union Infomo, la plupart des personnes savent que le nom Kanga viendrait de l'ancien ministre des Finances, du plan et de l'aménagement du territoire à l'époque, qui justement, pendant qu'il était ministre entre les années 1964 et 1966, avait fait une descente dans la ville d'Akonolinga pour expérimenter ou alors pour mettre en place les méthodes de pêche modernes. Donc ça fait donc que, comme son nom, il portait justement le nom il s'appelait Victor Kanga, parce qu'il était ressortissant de l'Ouest Cameroun. Bon, il y a eu donc une confusion qui s'est installée. Beaucoup ont donc pensé que le nom de l'Éthiopie, à savoir Kanga, viendrait justement de ce ministre-là. Et il y a eu également d'autres hypothèses qui ont circulé sur le fait aussi que le Kanga à l'époque, bien évidemment qu'actuellement il est plus cher, mais en ce moment aussi était à un coût un peu plus élevé, parce qu'il coûtait dans les 200 francs, 300 francs. Donc ça fait qu'il y a certaines populations qui n'avaient pas la possibilité de se procurer de ce poisson. Certains répondaient ainsi que je ne suis pas le ministre des Finances, c'est-à-dire je ne suis pas Victor Kanga pour pouvoir m'en procurer le poisson Kanga. Donc ça fait donc que certaines hypothèses soulignent donc que le nom Kanga viendrait également de cet aspect-là. Mais dans la réalité, quand on étudie le mode d'adaptation du Kanga et son mode de reproduction, on se rend compte que c'est un poisson qui s'adapte très rapidement et qui se produit également assez vite. Dans cette optique, il est difficile donc de croire que le nom Kanga viendrait d'une représentation déterminée par le nom d'un personnage. Bon, il faut aussi souligner que à l'époque, Georges Collet, qui justement a été remplacé, qui est venu remplacer Jacques Bourgeois, avait été chargé de superviser l'école des eaux et forêts de Mbalmayo. Lors de son passage dans cette école, ses élèves furent baptisés les Bongobo Collet en béti, qui signifie les enfants de Collet. Donc si le nom de Kanga viendrait donc de Victor Kanga par exemple, ce qui suppose également qu'on devait retrouver dans la littérature des expressions telles que bongo, le poisson de collet, c'est-à-dire kosso collet en langue béti, kosso collet, c'est-à-dire le poisson de collet, ou tous exactement à ce personnage-là, puisqu'il fut justement le premier à introduire le Kanga oignon en 1958. Donc ça fait donc que quand nous avons donc investigué, nous n'avons pas pu retrouver cette représentation expressive. Ce qui nous amène à croire donc que le nom Kanga viendrait beaucoup plus de son mode d'adaptation et de sa capacité à se développer ou alors à se reproduire très vite. Parce que à l'époque, justement, il y a eu plusieurs espèces de poissons qui ont été introduites au Oignon. La plupart de ces espèces ont disparu. Il y a notamment l'un des poissons prédateurs qui existait au Oignon avant, qu'on appelait Ndol. Ce poisson-là a disparu au moment où le Kanga avait été introduit au Oignon. Donc ça fait donc que le Kanga qui fait son apparition au Oignon dans les années 58 ne pouvait pas rester isolé sans que les insectes puissent trouver un nom particulier à ce poisson, puisque c'est un énorme poisson qui fait
la fierté d'union. Et justement que le poisson cohabite également avec d'autres grands monstres qu'on peut trouver dans le fleuve Union, tels que le crocodile, tels que l'hippopotame, tels que le serpent bois et même la loutre, qui sont également des êtres qui ont des noms particuliers au niveau d'Union Infoumou. Vous allez trouver par exemple que le crocodile c'est Ngan, et vous allez trouver par exemple que la loutre c'est Mvak, et par exemple le serpent bois Mbom. Donc vous voyez que tous ces mammifères également ont des noms, des noms particuliers qui ont été donnés par les populations d'Union Infoumou. Cela suppose donc que le Kanga également avait jadis été dénominé par les ancêtres, mais le nom était certainement méconnu, et la descente du ministre au niveau d'Akonolinga fait donc que les gens ont pensé que c'est lui qui était à l'origine, puisqu'il s'appelait Victor Kanga. Mais en réalité, donc, le département d'Union Infoumou est représenté par plusieurs ethnies. Vous allez trouver les Yebokolo, vous allez trouver les Mbitambani, vous allez trouver les Yelinda, vous allez trouver les Maka, vous allez trouver ainsi de suite. Il y en a plusieurs, les Ngono, bien évidemment. Donc ça fait donc qu'on peut remarquer que ces différentes ethnies se regroupent en deux. Vous avez d'un côté les So et les Makia qui parlent à peu près de la même façon. Et de l'autre côté, le reste des ethnies, à savoir les Yebokolo, les Mbitambani, les Zombang, les Yengono, les Yelinda, eux aussi parlent à peu près de la même façon. Ça fait donc même au niveau de la prononciation, même déjà du nom de l'hétérotis, elle est également différente dans les deux groupes. Donc ça fait donc, et chacune de ces prononciations a une signification précise. Par exemple, donc chez les So, vous allez entendre des expressions comme Kenga, comme Kange. Donc en réalité, la différence de cette prononciation avec celle des autres ethnies, c'est qu'il y a un E après la lettre K. C'est-à-dire que le E remplace ainsi la lettre A chez les Yebokolo par exemple, qui appelle l'hétérotis Kanga, alors que chez les So, c'est Kenga. Donc ça fait donc que de ces deux regroupements ethniques qui entourent le fleuve Union constitue donc l'origine de la dénomination Kanga, puisque en Yebokolo, Kanga signifie demeurer, résister. Donc par exemple, donc, quand quelque chose cale quelque part ou bien demeure quelque part, on va dire que cette chose a que Kanga en langue béti. Par exemple, comme le Kanga avait justement résisté au Nyon, donc c'est de là donc que les ancêtres avaient remarqué que ce poisson était résistant, avait démarré, et ils ont donc donné le nom de Kanga, quelque chose qui cale. Donc Kanga, Anga, Kangonlong. En fait, c'était ainsi. Et justement aussi chez les So, vous allez vous retrouver une dénomination semblable, Kenga. Donc Kenga, nous Kenga, Ngwang. Donc c'est un peu comme ça que le nom du Kanga a été initié au niveau de l'Union Infoumou. On peut aussi remarquer en plus que tous les autres espèces de poissons présents au Union, tels que l'oscillure et les autres types de claria, le brochet, le tilapia, le poisson vipère, ont également des toponymes en langue locale, notamment Sala, Ndumba, Ngol, Mvas, Mvong, et Bayok, et Tetap, et Lem, Ngong, Mbong. Ce poisson charnu aux gésiers sucrés et aux écailles rigides a une façon particulière d'être cuisiné ici. Et c'est d'ailleurs ce qui fait l'originalité de sa cuisson comparée à celle d'autres localités. Ce qui fait pour moi la particularité du Kanga, notre poisson mythique,
c'est que par rapport aux autres kangas, parce que quand on regarde bien, il y a les kangas divers. Le kanga sort de Bembis, le kanga sort, il y a le kanga au nord. Mais le nôtre a une particularité que, déjà qu'il est riche, à son goût il est riche. Et quand on le mange, par rapport aux autres, sa saveur est meilleure que les autres kangas. Bon, je me dis que c'est par rapport peut-être à la mangrove, à la végétation que nous on en a chez nous ici. Il n'y en a pas ailleurs. Donc c'est ça qui fait un peu la différence du kanga d'Akonolinga par rapport au kanga d'ailleurs. Sans être, c'est pas magicien, si on vous place 2 plats de ces kangas-là, et qu'on vous demande de les goûter, vous allez ressentir une différence quand vous les mangez. Chez nous, on connaît préparer le kanga, mais c'est ça qui fait le kanga. Déjà, pas sa préparation. Parce que le lion d'abord a une mangrove qu'on ne trouve pas ailleurs. Parce que quand vous longez le lit du lion, cette végétation, ce que vous voyez, c'est arrivé à un moment donné, là, quelque part devant la mer, elle disparaît. Il n'y a plus ça. Et ça fait que même le kanga de Bamao n'est pas comme le kanga d'Akolo. Donc c'est un peu que ça. Moi, en tant que consommateur, c'est que moi j'ai acquis comme expérience. Dès qu'on amène, on a donné l'argent, on nous donne l'argent, tu commences à nettoyer, tu enlèves les écailles là. Après, tu commences à découper. Après avoir découpé, tu laves. Après avoir lavé, tu prends d'abord le modon. Tu mets en bas, tu mets le moussep. Tu commences à mettre le kanga. Après, tu mets le sel. Après, tu mets l'huile de palme mélangée avec l'huile d'arachide. Tu mets le sel. Ça bouillit. Tu mets aussi un peu de njamsa pour que ça se pèse un peu. Selon mes grands-parents et ma mère, nous préparons le kanga avec l'huile rouge. Ça veut dire pour nettoyer le kanga, parce que les écailles du kanga sont difficiles à nettoyer. Il y a des techniques que vous pouvez utiliser. Vous pouvez prendre même la cuillère qu'on mange avec. Vous écaillez avec la cuillère, ça part si vite. Ou avec la machette, vous inclinez la machette de l'autre côté, vous arrêtez comme ça. Ça va aller très vite parce que comme c'est souvent difficile pour d'autres femmes, ça perd le temps, parfois ça les blesse. Après avoir écaillé le kanga, vous découpez les morceaux. Selon comme vous mangez à la maison où vous avez une cérémonie, le découpage, ça dépend de toi. Soit c'est la réception, soit c'est pour manger à la maison. Tu finis de découper ton kanga, tu le laves bien parce que le sang colle au milieu des morceaux. Il faut bien prendre le temps avec le couteau d'enlever un peu, sinon ça peut aussi faire que quand quelqu'un vient manger un morceau de kanga qu'on n'a pas bien nettoyé, il va dire ah, on me parlait du kanga, donc ça n'a même pas de goût, pourtant ça n'a pas bien nettoyé. Et le kanga a également les trucs ici au niveau de la tête, il faut les enlever quand vous préparez, parce que si on n'enlève pas, pour quelqu'un qui mange aussi la première fois, il ne va pas aimer. Donc après avoir donc nettoyé ton kanga, la tête tu enlèves, il y a les trucs ici, ça veut dire tu découpes l'oignon, tu découpes les moussep au cime du village là. Le kanga est très simple, il est bio. Vous mettez l'huile rouge, on met maintenant l'huile d'arachide parce que nous vendons. Ça veut dire que ça doit avoir une couleur épais et que ça ne dorme pas. Et quand vous préparez le kanga, ça dépend de la quantité du kanga. Si tu prépares un kanga, normalement tu dois mettre demi-quart d'huile rouge et demi-quart d'huile d'arachide. Tu fais le mélange des deux, tu verses en haut. Et après avoir mis tous ces ingrédients, le piment, ça dépend si vous mangez le piment. Mais si vous mangez dans le piment, vous allez écraser un peu parce que la saveur du piment donne un goût à la nourriture. Après avoir écrasé le piment, vous lancez d'autres entiers. Parce qu'il y a des gens qui aiment le piment en fruits. Parce que les piments qu'on écrase, parfois ça met long au restaurant. De temps en temps, on remet l'huile. Mais je conseille plus le piment qu'on lance, vous appuyez techniquement. Il faut aussi appuyer les gens que les graines de l'intérieur sortent. Parce que si tu as mal à l'estomac, ça cause le mal de l'estomac. Vous posez au feu, le kanga maxi, peut-être vous avez 15 minutes. Vous secouez la marmite en bas. Si c'est au feu de bois, vous avez même 10 minutes. Après 10 minutes, vous secouez en bas. Parce que si vous ne secouez pas, ça va caler. Vous pouvez d'abord le poser sans mettre l'eau. Pour que le sel, l'oignon, tout ancre bien. Soit vous mettez légèrement un peu d'eau, ceux qui ne maîtrisent pas bien, parce que tu vas dire à l'autre ne met pas l'eau, elle oublie carrément qu'elle n'a pas mis l'eau. Pour nous, comme c'est là dans la tête, je sais qu'en 5 minutes, je vais mettre l'eau. Vous mettez légèrement en clabot d'eau, vous posez au feu, après 15 minutes, vous secouez la marmite, vous regardez, après vous ajoutez encore légèrement l'eau. Le kanga même,
va vous dire que la sauce, elle est déjà bonne parce que la sauce du kanga doit peser pour nous les Akonolinga. Quand une femme Akonolinga te prépare le kanga, cette sauce doit peser. Et en fonction de la durée des minutes que tu as posé ton kanga au feu, après peut-être 20-25 minutes, tu auras une sauce qui pèse. Tu secoues, tu goûtes, s'il y a le sel, tu enlèves. À côté de cette méthode traditionnelle de cuisson plutôt particulière, nous cherchons à savoir qu'en est-il de la fameuse légende entretenue par plusieurs au sujet de la tête du kanga et le rapport avec des pratiques d'envoûtement pour retenir les hommes, mythe ou réalité. Nous sommes nés dans le kanga. C'est comme si tu parlais du mbola à l'est. C'est comme si tu parlais du mbongo chez les Bassa. Chez nous, les Bantous d'Akonolinga ici, notre particularité c'est le kanga. Ça veut dire que mon frère qui est d'ici là, toi qui es sa femme, tu fais un mois sans lui préparer le kanga, il ne va pas te considérer parce que c'est notre nourriture. D'ici, comme d'autres ont aussi dans leur tribu, nous avons le kanga chez nous. Tu viens comme étranger chez moi, on va te dire tu pars à Konolinga, la ville du kanga. Par exemple, tu pars en Balmayo, la ville du kanga. À Bombang même, la ville du kanga, mais chez nous ici à Konolinga, c'est comme ça. Dans nos cérémonies, nous ne pouvons pas faire une cérémonie sans qu'on expose le kanga. Ça veut dire que tu n'es pas chez nous à Konolinga. Donc, ce que moi je te dis comme particularité, c'est que moi je connais, c'est que c'est notre son d'ici. C'est comme si je t'ai dit là que tu as l'air, on va te préparer le mbol. Tu passes chez les Bassa, il ne peut pas faire une cérémonie qu'il n'y a pas le mbongo. C'est ça. Donc à part ça, il n'y a rien d'autre. Bon, nous on nous fait comprendre la tête du kanga et puis nous on n'en a jamais, on n'a même jamais dit. En fait, c'est une façon de dire que les filles à Konolinga savent bien faire la cuisine. Mais moi je vous dis ça. Quand ils tiennent leur gars là, ça devient pas mal. Donc avec notre kanga là, quand elle fait son kanga et tourne, le gars tombe. C'est très simple. C'est juste, c'est devenu comme ça. Ils ont mangé le kanga, ils ont aimé le kanga. Puis qu'ils ont dit que la tête du kanga, c'est une histoire qu'on entend, que nous-mêmes on n'a jamais vu. Si le kanga d'Union et Fumu est envoûtant, cela signifie que seul le poisson kanga connaît les éléments d'envoûtement qui sont à ce moment ceux compris dans son régime alimentaire, car lui seul connaît ce qu'il consomme, surtout que les éléments d'assaisonnement qui sont inclus dans la recette de la cuisson du kanga sont connus de tous et n'ont rien de surnaturel. Ce sont des condiments ordinaires qu'on retrouve dans tous les marchés publics des peuples de la forêt. Difficile pour les papilles gustatives de celui qui passe par là de résister au charme culinaire d'ici. On se laisse alors emporter et séduire par l'hospitalité des Akonolinga et surtout devant un bon plat de kanga. Après la dégustation, l'on veut bien comprendre comment le plat a été apprécié. Je peux le poisson très bien. En fait, le repas était bien, surtout le poisson. Et j'ai remarqué que ça a beaucoup de chair. Ça a beaucoup de chair et ça m'a vraiment plu. Le kanga divers. Le kanga sort de Bembis. Le kanga sort, il y a le kanga au nord. Mais le nôtre a une particularité que déjà qu'il est riche avec son goût, il est riche. Et quand on le mange par rapport aux autres, sa saveur est meilleure que les autres kanga, par rapport au kanga d'ailleurs. Sans être, c'est pas magicien, si on vous place deux plats de ces kanga là, et qu'on vous demande de les goûter, vous allez ressentir une différence quand vous les mangez. Chez nous, on connaît préparer le kanga, c'est ça qui fait. Parvenu à ce niveau et après avoir épuisé et éprouvé nos sources d'enquête, l'on aboutit finalement à la conclusion selon laquelle l'arrivée et l'introduction de l'Heterotis niloticus dans ces eaux proviendrait principalement de deux personnes, à savoir Georges Collet dans les années 1950 et Martin Akono Akama, fils du terroir, autour des années 60. Toutefois, les montées des crues et la chute de certaines digues érigées autour des lacs qui jalonnaient les abords de ce fleuve auront aussi également contribué fortement à l'expansion et la pérennisation de cette espèce dans l'Union.
Quant à la célèbre appellation Kanga de son nom de baptême ici, elle n'aurait donc finalement rien à y voir avec le feu ministre Victor Kanga, dont le patronyme n'est que pure coïncidence. Le nom Kanga, quant à lui, qui renvoie dans l'explication et la langue à Konolinga, notamment chez l'Inso, demeurer, rester, résister, caler ou encore la vaillance, viendrait donc plutôt de l'observation des ancêtres d'ici qui, après avoir remarqué que malgré toutes les tentatives d'expulsion et d'extinction de ce poisson étrange dans le Nyon, tant par les hommes que par d'autres monstres marins, lui, le Kanga, a su résister et demeurer dans ces eaux qui paraissent être un milieu propre où il fait visiblement bon vivre pour lui et pour la pérennité de sa descendance. Rappelons tout de même qu'en période de fécondation, un Kanga femelle peut produire en moyenne et par ponte ovulaire 5000 alevins, un patrimoine culturel et culinaire à préserver donc par tous les moyens. Si donc une envie de goûter à un poisson charnu au gésier sucré vous passe, pensez simplement à faire un tour du côté d'Arkonolinga. Ici, vous reviendrez certainement, non pas pour caler, comme le dit le fameux adage populaire, mais simplement par la bonne maîtrise de l'art culinaire par les femmes de cette partie du Cameroun. Allez, bon appétit et bonne dégustation du Kanga d'Arkonolinga. Bashiru, Bondonje Gwejai, Bondonje Mapan, Kiyi Mbok, Hala Miye, Nihala. Yes, ki yombe simba njopi ndapini Mapubi ki mambai kere longini M'importe ki masin Anumbuk longe ki mbongo kosi Mulopi nu won men kemeleng Uyeni mbong, Johnny no la ki kilei Basa un por gira m'importe, ba e babe Me yibi nyole m'importe, ba na boyombe Ba nangu ibege me bot Yini le me yin song Men salwom gwen, men bembu wong